Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce numéro de votre émission Un homme, un concept. Comme je l'ai toujours dit, on analyse froidement l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et c'est l'une des dernières émissions de cette année 2019, peut-être l'avant-dernière, si pas la dernière. Et on va essayer de faire un bilan de ce qu'a été l'année 2019 sur fond quand même de ce discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État le vendredi 13 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. On va essayer d'analyser tout ce qui a été dit, mais également on passera en revue tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été mené comme action dans les différentes institutions, dans le chef de la population pendant l'année 2019. Pour parler de toutes ces questions, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau de circonstances Maître Peter Kazadi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Député provincial élu de l'EMBA, mais également cadre du parti maintenant au pouvoir, l'UDPS. Premier exercice du chef de l'État, discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Sur la forme d'abord. Un discours de plus de 2 heures qui a su tenir la salle en haleine, très attentionné. Même si on voit certains somnolés, c'est normal. Hein? Je n'ai pas trop vu, mais je n'ai pas vu les gens manifester le désintérêt, c'est ce qui compte. Quelqu'un pouvait être fatigué, somnolé, mais les désintérêts, je n'ai pas vu. Tout le monde était accroché, en train de suivre chaque mot que les chefs prononçaient, et ils s'attendaient toujours à de bonnes choses, ce qui fit les cas. Sur la forme, les discours étaient bien structurés, avec des étapes de transition très subtiles, passer d'un sujet à l'autre, tout était bon, et la profondeur même, les fonds aussi bon. Là, c'était la forme. Du coup, on a parlé sur le point de la forme. C'était un discours long, trop long pour certains. Et du coup, d'autres n'ont rien retenu, en fait. Non, moi, j'ai vu les gens qui étaient contents d'avoir entendu le discours du chef. Comment ne pas rien retenir? Il y en a qui n'ont retenu que les partis qui les intéressent, vous voyez. Par exemple, quand on parle du chef de file de l'opposition, il y en a qui n'ont retenu que ça et qui font semblant de n'avoir rien écouté d'autre. Donc chacun a pris ce qui l'intéressait, mais le discours pour moi était cohérent. Ça ça décrit toutes les sphères de la vie nationale. Vous avez retenu quoi dans son discours? Vous savez, moi comme le président de la République, nous sommes acteurs. Nous avons conçu un projet de société, ensemble d'abord au niveau du parti. Au niveau de la présidence, nous avons essayé de fusionner ces projets avec d'autres forces politiques avec lesquelles nous sommes dans la coalition. Je sais ce que veut le président de la République. Il a décrit ce que je connaissais déjà d'avance. Il n'a fait qu'apporter ça à la connaissance de la communauté entière. Donc c'est pour vous dire que j'ai retenu tout m'intéresse et je suis derrière tout. Alors on va parler, parce qu'on a vu la toile s'embraser, chacun voulant revenir quand même sur ce qu'il a retenu, des qualificatifs par rapport à ce qu'aurait dit, ce que prévoit faire le chef. D'autres ont qualifié de ce discours, c'était un discours assez responsable parce qu'il a su contenter toutes les parties. Oui, le président s'est placé effectivement au-dessus de la mêlée. Il a prôné l'unité de la nation, il a prêché la réconciliation, il a parlé des uns et des autres, du pouvoir comme de l'opposition. Il a encouragé l'opposition à mener une opposition effectivement républicaine. Il a émis les vœux de voir les chefs de file de l'opposition, les porte-parole de l'opposition être désignés. Et lui-même a utilisé les termes son interlocuteur ou sinon son contradicteur. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est ouvert à tout. Il veut laisser jouer pleinement la démocratie. Il a brossé ce qu'il a fait. Il a projeté l'avenir pour l'année 2020. Il a responsabilisé davantage le gouvernement qui est un gouvernement de coalition.
il a loué les mérites de nos compatriotes qui ont donné de la fierté à la nation. Donc, il a parlé comme un père de la nation qui décrivait la situation de son pays et qui encourageait ses compatriotes à l'accompagner dans sa nouvelle vision pour l'éclosion démocratique, pour le développement de notre pays. Il a insisté sur la coalition. Il a insisté sur le partenariat qu'il a avec son prédécesseur. Vous pensez qu'il a réussi à faire taire les animosités des parts et d'autres des extrémistes qui sont dans un cas comme dans un autre? J'espère bien que chacun a compris. Vous savez, en réalité, cette tension n'est que l'effet de quelques individus qui, soit se sentant en train de perdre ce qui était les avantages, et d'autres qui pensent que ce qui était là tente de les gêner, et ça crée des tensions. Dès lors que le chef lui-même croit fermement dans cette coalition, comme il l'a toujours dit, il ne s'est jamais caché, il le dit sans embâche ni faux fuyant, et il parle clairement que le peuple a donné une majorité politique par les présidentielles à un camp qui était de l'opposition. De l'autre côté, il y a la majorité du côté de ceux qui étaient dans le pouvoir, et que les deux partis se sont convenus de se mettre ensemble, ils ont discuté sans embâche, sans tabou. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes obligés de fonctionner pour le bien du pays. Vous pensez que la base va comprendre cela? Parce qu'on l'a vu ces derniers temps assez virulent par rapport à cette coalition. La base a toujours compris, mais les incompréhensions... Des invectives... Bien sûr, ce sont ces invectives savamment orchestrées dans des laboratoires de ceux qui pensent que ça ne devait pas se faire ainsi, qui excitent cette base. Et moi, je me rappelle, au lendemain des élections, l'effigie de Joseph Kabila trônait au siège de l'UDPS, ce qui ne s'était jamais fait. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que le fait pour Joseph Kabila d'accepter cette alternance pacifique et de manière civilisée faisait qu'il avait posé un acte patriotique qu'il fallait saluer. Et les combattants eux-mêmes, notre base, a pris son effigie, elle est venu accrocher ça au mur au sein du siège du parti. C'est lorsque les députés FCC va s'attaquer au président que cette confiance qu'on commençait à faire à Joseph Kabila a été ébranlée. Et il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire en s'attaquant inutilement et méchamment au président de la République, qui est résolument engagé dans cette entente conclue avec les FCC. Donc, et dans cette entente, moi je me dis, si nous réussissons, nous allons réussir ensemble. Dans cette entente, vous allez parler d'une sorte d'acceptation de Joseph Kabila. C'est comme si tout le combat de l'UDPS n'a plus lieu d'être cité, parce qu'il y a quand même eu des morts. On a senti, là je veux citer un extrait de ce que le chef a dit, vous l'avez répété d'une certaine façon: je salue le courage de mon prédécesseur et frère Joseph Kabila, qui a tenu à respecter son engagement constitutionnel, celui de permettre au peuple congolais de choisir librement ses nouveaux dirigeants. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire à l'UDPS que nous avons eu les élections grâce à Joseph Kabila? Non, on ne peut pas dire ça. Nous avons obtenu les élections à la suite de notre combat. Mais avec cette phrase du chef, on ne sent pas... Non. Qu'est-ce qu'il a voulu dire d'après vous? Il dit d'avoir accepté, n'est-ce pas? C'est comme si on le commandait, hein, on le demandait, oui, on le suppliait, alors que ce n'était pas le cas. Non. Il y avait une pression populaire énorme. Et ça, je dois vous dire, franchement, que Joseph Kabila, à un moment donné, n'avait pas la volonté d'aller aux élections. Vous avez vu, nous avons passé des années, gratuitement. N'eût été la pression populaire, la pression du peuple congolais et de la communauté internationale, on n'en serait pas là. Mais si nous disons, nous saluons son courage, c'est parce qu'il détenait l'armée, la police, les services de renseignement, de sécurité, l'argent. C'est plus le cas aujourd'hui. Il avait les moyens de faire la résistance, comme on a vu dans d'autres pays limitrophes, de faire la résistance et s'imposer par les armes. Mais au moins, il a reculé face à cette population. Vous savez, on dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas.
Lorsque quelqu'un qui était en tort, il change. Dans d'autres systèmes judiciaires, lorsque les criminels coopèrent, je ne dis pas que Joseph Kabila est ici criminel, mais je donne un exemple. Il y a des systèmes judiciaires où, lorsque les fautifs coopèrent à l'éclosion de la vérité, on lui administre quand même certaines circonstances atténuantes. Et du moment où Joseph Kabila accepte de céder les pouvoirs alors qu'il n'en avait tous les moyens de s'imposer par la force, il faut les saluer. Quand bien même que nous avons enregistré beaucoup de torts tout au long de son régime. Quitte à oublier donc tous ces torts qu'il aurait pu ou qu'il vous a causés? Nous sommes à l'époque, à l'ère de la réconciliation. On fait un tabula rasa. Je ne dirai jamais que Kabila était saint. Il a fait du bien à des moments, comme il a fait aussi du mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le bien, on le voit, vous le remerciez pour cela. Mais qu'en est-il du mal qu'il aurait pu faire, qu'il aurait à un moment dû faire? Il faut savoir mettre l'accent sur ce qui unit et ce qui divise. C'est ça. On ne peut pas aujourd'hui, alors que nous sommes dans une étape encore rudimentaire de notre alternance, chercher à aller dans les actes de vengeance. Ça risque de tout remettre en cause et de fragiliser les processus. Nous sommes ici sous le soleil, comme on dit, tous ces pays ici-bas. Je pense qu'avec le temps, si je dois vous rappeler que dans les programmes du président de la République, il y a une étape de réconciliation. Il l'avait promis à la population. Et dans la réconciliation, il y a les pardons, mais il y a aussi la réparation. Il n'en a pas parlé, hein, certains regrettent d'ailleurs. Il n'a pas fait allusion aux différentes victimes, quand même, aux différentes victimes qui ont eu, entre guillemets, à se battre pour obtenir cette alternance. A salué tous ceux qui ont contribué à l'effectivité de cette alternance. Pas des mouvements citoyens qui ont été oubliés. Vous pensez il ne fallait pas que l'on cite les gens par leur nom. Sinon, moi, j'exigerais que le président aussi cite mon nom. Parce que je me suis battu aussi dans ces combats. Et chacun de nous va chercher à ce qu'il soit cité. Même vous, je sais que d'une manière ou d'une autre, vous avez à contribuer. Alors, il fallait qu'il surtout qu'il n'a même pas mentionné la presse. Hein, moi, j'ai eu à le dire. Hein, bon, mais bon. Alors, si donc on doit se mettre à citer tout le monde, ça n'allait pas finir. Déjà, vous dites que les discours étaient très longs. Alors, s'il se mettait à citer chacun de ses compatriotes qui a apporté sa contribution, il a utilisé des termes généraux. Voilà. Alors, il y a des réactions, comme je le disais, ça faisait un peu de partout. Et là, la réaction qui a marqué un peu tout le monde, c'est celle, je vais quand même le citer, c'est la réaction d'Olivier Kamitatou qui, en tweetant, affirme que ce discours, c'est comme un distributeur automatique des promesses. Félix a annoncé avec autosatisfaction une litanie de vœux pieux dans un environnement politique bétonné par son allié. Il n'a pas du tout tort, quand même. Non. Chez Olivier Kamitatou, on a toujours senti un sentiment de vengeance. Un sentiment de vengeance. Qu'est-ce qu'il y a de faux? Qu'est-ce qu'il y a de vengeance? Lorsqu'il dit un environnement bétonné par son allié, qu'est-ce qu'il veut dire? L'allié a les deux chambres, l'allié a les assemblées provinciales. Mais nous sommes dans l'alliance. C'est ce que Kamitatou refuse de comprendre. Et le président lui-même l'a dit que Joseph Kabila, si je peux parler ainsi, a la majorité parlementaire. Nous avons la majorité présidentielle. Nous avons convenu de nous mettre ensemble. Comment lui va continuer à parler du béton ou de bétonner? Mais oui, quand on voit qu'il y a une ordonnance du chef de l'État qui n'est toujours pas exécutée une année après, ça se demandait si l'allié n'est pas en béton. Je vous ai dit que nous sommes en train d'aller vers une mutation. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui, voyant leurs intérêts en train de disparaître, ou en tout cas de diminuer, ils s'agitent. Et c'est là, dans les détails. En bloquant l'ordonnance, l'exécution de l'ordonnance du chef de l'État, par exemple. Laissez-moi vous dire, l'ordonnance du chef de l'État à ce jour est exécutoire. On peut l'exécuter à tout moment. Sur papier, oui. Mais non, j'ai dit qu'on peut exécuter ça à tout moment. Mais
pour des raisons d'épée, des raisons pour favoriser l'avancement de cette coalition, cette décision va être exécutée très bientôt. Vous ne pensez pas que ça fragilise un peu le chef de l'État et que ça donne l'occasion à certains de le traiter de tous les noms qu'on a décriés ici? C'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Mais vous savez, lorsque vous êtes en dehors du pouvoir, il est facile d'émettre des critiques. Mais quand on est dedans, on est habité à certaines choses que l'on est parfois obligé de supporter pour l'intérêt général. L'UDPS vient de le comprendre à ses dépens. Mais non, écoutez, il y a des choses qui ne peuvent être comprises que lorsqu'on est au pouvoir. Ça, c'est un fait. Mais aussi... Lorsqu'on a été formé pour accéder au pouvoir aussi. Oui, mais l'UDPS, nous avons été formés pour accéder au pouvoir. Pourquoi comprendre certaines choses que lorsque vous accédez au pouvoir? Il y a des choses que normalement l'opinion ne connaît pas, que l'on comprend au pouvoir. Mais cela n'empêche pas que lorsqu'il y a des choses à dénoncer, comme nous l'avons fait tout au long de notre combat, ça c'est à la portée de tout le monde. Lorsque nous exigeons par exemple le respect de la Constitution, vous n'allez pas dire qu'on va comprendre le respect de la Constitution que quand on arrivera au pouvoir. Lorsque nous avons soutenu les élections, ça ce sont des faits qui sont connus, mais il y a des choses à l'intérieur du pouvoir qu'on est en train, qu'on est obligé de gérer pour ne pas créer la tension sociale. Et il a parlé, là, on dit, son environnement politique par son allié embêtant. Vous avez dit que non, mais distributeur automatique des promesses. Oui, il faut dire que le président de la République nous a habitués. Certains ont arrivé à les compter, ces promesses. Ils en sont arrivés à près de 1000. Le président de la République a parlé, il a fait des promesses. Son discours d'hier consistait à dire ce qu'il a fait. Et à faire d'autres promesses. Ah, bien sûr. Il s'est engagé dans un programme intérimaire à reconstruire des routes. C'était des promesses. Il a donné ses promesses... Qui se sont détériorées quelque temps après. Il avait donné ses promesses ici au niveau de la FICIN, à l'échangeur délimité. Que je vais faire les sauts des moutons, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Hier, il a démontré que voilà, les sauts des moutons, je les ai faits. Mais c'était pour 3 mois, hein. Là on est à plus de 6 mois, hein, mais bon, on met ça quand même dans l'actif. Pour 3 mois, mais comme je vous ai dit, sur terrain, les techniciens devaient étudier le sol. Hein, là, ça relève de la technique. Et ce qui est essentiel est que ces travaux sont aujourd'hui visibles. Alors, quelle autre promesse qu'on va dire une litanie? Je disais que ces messieurs que vous venez de citer, Olivier Kamikato, sa cible, c'est Joseph Kabila, qui l'a du reste servi. Il a servi Jean-Pierre Bemba. Pour des intérêts égoïstes, il ne voulait même plus entendre parler de Jean-Pierre Bemba. Il a servi Joseph Kabila. Pour des intérêts égoïstes, il ne veut même pas voir Joseph Kabila en vie. Vous voyez? Aujourd'hui, il est avec Moïse Katumbi, juste parce que collé sur ses mamelles. À un moment donné, lorsque Moïse Katumbi va lui retirer la mamelle de la bouche, il se comportera de la même manière. C'est au nom du dynamisme politique, hein, vous avez habitué à ça. Attention, on ne fait pas de la politique de cette manière-là. Vous êtes chef d'un parti politique, vous abandonnez votre parti politique pour devenir directeur de cabinet d'un autre leader qui n'a même pas... C'est un choix personnel, vous ne pouvez pas... Mais et son parti. Quand on crée un parti politique, ça veut dire qu'on a... Ça sera d'ensemble. Écoute, madame, lorsque on s'engage en politique, surtout lorsqu'on crée un parti politique, on est porteur d'une vision. Et on se bat pour la réalisation de cette vision. Être leader d'un parti qui s'est voulu grand, avec des députés et consorts, du coup vous abandonnez, vous vous réduisez au rôle du directeur des cabinets d'un autre leader qui n'a même pas un parti politique. Je ne dirais même pas un leader, d'une personnalité qui n'a même pas un parti politique, qui n'a aucune idéologie politique qu'il vous propose.
Qui va proposer bientôt avec qui va proposer, voilà. Oui, mais dans le cadre, on a vu Caméré céder la place quand même à Félix Tshisekedi. Donc, il est peut-être dans la même logique. Non, vous ne direz pas ça de Caméré qui a... Madame, nous sommes dans des logiques tout à fait différentes. Vital Caméré a un parti politique qui a pignon sur la rue. Nous avons fait un accord, une plateforme électorale. Nous avons gagné les pouvoirs. Là, nous sommes en train d'exercer les pouvoirs. Vital Caméré n'est pas dans les cabinets privés du président Félix Tshisekedi. Il est au pouvoir avec le président Félix Tshisekedi. C'est différent. Lorsqu'un parti, un leader politique abandonne son parti pour devenir le directeur privé d'une autre personnalité, vous comprenez que c'est totalement différent. Donc il ne s'agit pas d'une litanie de bonnes intentions. Mais je vous ai dit que le président avait fait ses intentions depuis, je crois, le mois de mai, à la Fikine. Et qu'il est en train de les concrétiser. C'est en train de se réaliser. Cette année qui s'achève aura marqué certes l'alternance au sommet de l'État, oui, marqué également par les nombreux voyages du président Tshisekedi, oui, qui nous dit que ça va commencer à porter les fruits l'année prochaine. Non, ça ne va pas commencer à porter, mais ça porte déjà des fruits. Lesquels? Il a dit que nous sommes entendus aujourd'hui. Vous savez, la RDC était totalement effacée des concerts de la nation, dans les concerts des nations. Aujourd'hui, la RDC a quelqu'un qui parle en son nom, qui fait entendre sa voix, c'est déjà très positif. Avec certaines institutions internationales, vous avez appris les soutiens financiers annoncés, c'est à la suite de ces différents voyages. Avec l'Union, certains pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, il y a les accords qui ont été conclus de coopération. Avec le Japon, avec la Russie, tout ça, ce sont des efforts du président de la République à travers tous ces voyages. On n'est pas président de la République pour rester caché dans sa maison. Non, on est président de la République pour être sur terrain. À l'intérieur du pays, pourquoi on n'en parle pas? Chaque fois qu'il y a catastrophe, c'est tellement peu. Chaque fois qu'il y a des besoins. Non, c'est tellement rare. Depuis qu'il est président de la République, combien de fois il est allé dans les différentes provinces de notre pays? Même dans les endroits les plus insécurisés, il y va. D'autres préféreraient se cacher chez eux, mais il va au front. Le président va au front. Est-ce que la RDC, pour faire entendre sa voix, il n'y a que le président de la République? Le président de la République fait sa part. Et c'est lui le représentant de la nation. Il est mieux placé, mieux indiqué, il peut être mieux écouté que quiconque de nos compatriotes. Du coup, on risque de créer un président tout puissant ou pas? Non, pas du tout. Notre président, c'est un démocrate, vous le savez. Oui, mais qui est en train de tout faire, tout dire. Il fait ce qui relève de ses compétences. N'est-ce pas? Je dis bien, la politique extérieure relève du président normalement. Et il est en train d'assumer ce rôle de représentation du pays. Il n'y va pas seul, il se fait accompagner des membres du gouvernement. Et là où il faut prendre des engagements, ce n'est pas lui qui les prend, c'est le gouvernement qui les prend. N'oubliez pas que c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. C'est lui qui donne l'impulsion. Nous sommes dans une coalition. Ça veut dire que la majorité que nous avons aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle. Lorsqu'on fusionne CACH et FCC, ça donne et la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. La politique qui est menée sous la vision du chef de l'État. Donc il a intérêt à accompagner cette politique, à faciliter la tâche à cette politique. Sur le plan diplomatique, il a peut-être omis aussi de parler de la levée des sanctions de deux personnalités qui sont proches du FCC, grâce à son lobbying quand même. Oui. Vous pensez qu'il a eu honte de le dire, que non, mais c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui on se retrouve... ce n'est pas... Il aurait pu espérer mieux que les 15 ou les 14... Il aurait espéré que toutes les sanctions soient levées, mais ceux qui ont sanctionné ont des raisons qui les ont poussés à maintenir les sanctions sur certains. Le président de la République, non seulement qu'il agit en tant que garant de la nation, ou les représentants du peuple congolais, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, mais aussi nous avons adopté certaines résolutions au niveau de la CENCO qui demandaient qu'une fois les gouvernements démocratiques élus, que ceux-ci puissent s'occuper à demander la levée de toutes ces sanctions sur certains de nos compatriotes.
Et c'est ce que le président est en train de faire. Il est content, nous sommes contents que deux de nos compatriotes soient écartés de la liste et on va continuer à se démener pour que ces sanctions soient levées dans leur intégralité. Certains auraient voulu voir le chef de l'État s'impliquer autant pour faire justice, rendre justice à tous ceux qui ont été victimes des abus de droits de l'homme. On ne le sent pas, on l'a vu, s'investir, s'impliquer pour la levée des sanctions, mais pas trop pour qu'il y ait réparation par rapport aux abus de droits de l'homme dont on a été victime. Étape par étape. Donc la priorité, c'était d'abord les sanctions. La priorité, c'est la stabilité du pays, la paix sociale. Et lorsque nous aurons ainsi fait asseoir la stabilité et la paix, nous allons maintenant nous occuper d'autres problèmes, puisqu'il n'y aura pas, effectivement, il n'y aura pas une véritable paix sociale dès lors qu'entre nous, il y en a qui ont les cœurs gonflés. À un moment donné, il arrivera que nous puissions entre nous nous regarder dans les yeux pour nous dire, vous m'avez fait ça. Ça ne mérite pas une réparation. La réparation ici peut être un repenti, une confession, une demande de pardon. Et voilà, on y arrivera. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Ceux qui ont fait du mal aux autres, devant leur conscience, ils savent qu'ils ont fait mal. Et à un moment donné, il faut qu'on en arrive à nous regarder dans les yeux et nous demander mutuellement pardon. Le président de la République a parlé du fait qu'on devait sauvegarder tous la Constitution dans ses articles intangibles. Et on doit tous veiller pour que ces articles ne soient pas révisés, mais en même temps, il a posé de problématiques, la problématique de la double nationalité pour certains, mais on l'a pas entendu parler, par exemple, de la réforme de la CENI, moins encore de la Cour constitutionnelle. C'est qu'aujourd'hui... Il a parlé, il a stigmatisé ce que je n'ai pas appelé les défaillances de la justice. Ah, donc implicitement, il parlait de la réforme quand même de la Cour constitutionnelle, vous pensez? Bien sûr. Quand il dénonce ce qui s'est fait par les différents arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous savez, je ne sais pas, vous parlez de la réforme. Non. Nous avons la restructuration, ou je parlais... non, ce n'est pas du tout la restructuration. Nous avons un problème d'hommes. Nous avons l'une des plus belles législatures du monde. Seulement les hommes qui sont appelés à appliquer cette législature, ce sont ces hommes plutôt qui posent problème, voyez-vous. Je pense que ces hommes ont un mandat. Ce mandat va prendre fin. Ils vont être renouvelés. Et on verra comment, avec les nouveaux esprits connus par le président de la République, comment ces nouveaux hommes qui vont prendre la direction des différentes institutions judiciaires, comment ils vont se comporter. Donc c'est un problème d'abord personnel, c'est un problème d'individu, de la manière, la conception que l'on a de son pays. Puisque quand vous rendez l'injustice, vous n'aimez pas votre pays. Il faut rendre la justice, puisque, comme dit la Bible, la justice élève une nation. Et le mandat qu'on a donné aux magistrats, c'est d'être juste et au milieu du village, dire à celui qui a tort qu'il a tort, donner raison à celui qui a raison. Et ça ne relève pas de notre législation, puisque nous avons pratiquement copié les systèmes romano-germaniques. Okay. Et ce même système fonctionne ailleurs, puisque les hommes sont intègres. Chez nous, faute des hommes intègres, nous sommes en train de patauger dans les tant qu'il n'y aura pas ces hommes, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viendront. Hein, ils sont là. Il y en a des bons, mais les méchants sont nombreux. Comment le déceler, comment le détecter, comment savoir Nous savons les déceler. Vous savez, moi je suis avocat. Nous côtoyons les magistrats, nous en connaissons des bons, comme nous en connaissons des mauvais. Vous savez que le pouvoir corrompt, hein? Quelqu'un pouvait être bien comme ça, mais une fois qu'il a au pouvoir, il se revêt de notre nature. Vous avez raison. Vous savez, le problème ici, c'est de la tête. Nous avons aujourd'hui un président plein de bonne volonté,
engagé à moraliser la société, je pense, quelles que soient les réticences, les résistances, à cause de cette volonté engagée du président, ça va changer. Et il faut que les Congolais, nous qui sommes aux plus basses échelles, que nous puissions accompagner le président face à une minorité qui ne veut que torpiller l'action du pays, qui ne veut pas voir ce pays fonctionner comme un État normal. À qui faites-vous allusion? Au nombre d'entre nous qui sont tant dans l'opposition que dans les pouvoirs aujourd'hui, qui ne veulent pas que les choses changent dans les pays. Or, si ça changeait, ça sera au bénéfice du plus grand nombre. Il y a une minorité qui ne veut pas, qui bloque, qui fait des crocs en jambes, qui excède dans la corruption, dans toutes les pratiques que nous sommes en train de réprouver aujourd'hui. On a parlé de la restructuration, mais on parlait d'une réforme, parce que c'est un peu l'une des demandes de vos amis d'hier, qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Ils y vont de manière assez dispersée. Ils demandent la réforme de la CENI, mais également de la Cour constitutionnelle. Là où ça demande de réformer, effectivement, il y a lieu de réformer là où ça demande d'être réformé. Par exemple, le président a parlé de réformer les modes d'élection des gouverneurs. Tout ça, c'est pour lutter contre les méfaits que nous voyons aujourd'hui. Regardez dans la CENI, on a beaucoup mis une dose politique très élevée dans les choix des membres de cette institution. On prend la majorité, on donne à un camp. Ces gens, quand ils sont là, ils ne défendent pas la vérité, ils défendent les intérêts de leur famille politique. Tout ça, ça peut aussi appeler à des réformes. Dépolitiser la CENI. Absolument. Il faut trouver des mécanismes pour dépolitiser, je ne sais pas. Mais si donc nous étions si on avait des gens qui sont vertueux, les gens qui savent se mettre au-dessus de leur appartenance politique, clanique ou tribale, tout ce travail ne serait pas déploré comme nous le déplorons aujourd'hui. Le malheur aujourd'hui, et c'est ce qui est regrettable, quand vous êtes gouverneur cash, vous ne voyez que les intérêts cash, alors que vous êtes gouverneur et du cash et de l'opposition ou du FCC. Vous devez gérer tout le monde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai vu sur une photo des magistrats que je connais bien, qui sont allés participer dans des réunions politiques, alors que la loi leur interdit d'aller, d'être partisans. Et ces magistrats ne se limitent pas là, ils revendiquent un quota dans la magistrature qui sera réservé au FCC. Mais tout est politisé, déjà que vous voulez vous partager les entreprises publiques, c'était pareil avec le gouvernement. C'est-à-dire on a tout réduit, tout ramené à la politique aussi. Vous avez raison, tout ça sont des choses à corriger. C'est vrai qu'on n'aura pas qu'à donner aux personnes naître. Mais ce qu'il faut savoir, qu'on soit d'un cas ou de l'autre, quand vous avez des responsabilités, vous êtes au service de la nation. Vous n'êtes pas là pour servir seulement votre camp politique ni votre tribu. Ça, c'est ce que nous devons intérioriser tous. Qu'on soit de quelque bord que ce soit. C'est ça. Par rapport à ces réformes, quel est le cadre qui est le meilleur pour amorcer ces réformes? Le cadre, c'est le Parlement. Le Parlement à qui? Au FCC? Ce qui relève, oui, c'est le Parlement. Est-ce que des gens qui ont été à la base j'allais dire de tripatouillage, diront certains quand même, de la Constitution, est-ce qu'ils doivent changer? Donc vous comptez sur leur bonne volonté pour amorcer cela? Ou il y avait un moyen sur leur bon sens, sur leur bonne volonté, mais aussi la population est là. Vous savez, la finalité de l'action... la base. La finalité de l'action politique, c'est la base. On ne fait pas la politique pour soi-même, juste pour son ventre, juste pour ses besoins personnels. On fait la politique, puisque tous nous passerons un jour. Mais il faut que les générations futures trouvent une société juste. Et si tous nous travaillons dans cette perspective, où nous considérons que nous ne sommes que des passagers et que nous sommes dans une sorte de course
comment on dit, relais, hein. On se passe les bâtons. Je préfère mon étape la faire très bien pour que celui à qui je vais laisser les bâtons, qu'il puisse trouver des bases et puis avancer. Mais si moi je dois me réduire qu'à moi-même, vous voyez ce que ça va donner? Les peines que nous allons léguer aux générations futures. Le président de la République a eu déjà aussi à répondre à cette question, mais la problématique vient d'être mise sur table, c'est cette mise en place du Haut Conseil national de réforme des institutions proposé par Fayulu. Ce ne serait pas un bon cadre pour essayer d'amorcer les réformes? Je me demande, ces cadres, nous allons tirer de quelle base juridique? La Synco a été tirée de quelle base juridique? Nous étions avec la Synco dans un cadre tout à fait exceptionnel, où toutes les institutions de la République étaient frappées d'illégitimité puisqu'ayant dépassé leur mandat. Ils n'avaient plus la confiance du peuple. Il fallait recourir aux forces représentatives de la population pour essayer de remédier. C'est différent aujourd'hui. Nous venons de sortir d'une élection à laquelle Martin Fayulu avait participé et qu'il a perdu. Donc, qui ne l'empêche pas de parler d'une crise de légitimité, comme vous avez eu à le faire aussi. Bien sûr, nous sommes bien placés pour connaître. Encore que nous, lorsqu'on parlait, on avait raison. Lui, il parle de mauvaise foi. Si on doit rentrer à la base, à la case du départ, Fayulu savait bien dans son fort intérieur qu'il n'avait aucunement la chance d'être candidat et prétendre à gagner des élections. Ils ont procédé par la fraude à Genève. Malheureusement ou heureusement pour lui, sa fraude n'a pas réussi. Au lieu de se taire et fermer la bouche pour dire bon, il continue à exceller dans la mauvaise foi. Fayulu sait bien que si on les place lui et Félix Tshisekedi, même dans une salle dans son village, les gens vont préférer Félix Tshisekedi, puisque nous sommes représentés partout, même dans les villages de Martin Fayulu. Alors aujourd'hui, face à ces messieurs, vous n'avez qu'à voir comment Félix Tshisekedi soulève des foules, avant même d'être président de la République. Et persévérer à claironner à travers le monde que c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. C'est une mauvaise foi extraordinaire. Alors, moi je pense... Mais de l'autre côté, de l'autre côté, c'est le chef de l'État aussi qui passait un peu tout son temps à justifier qu'il est le président. Non, c'est aussi ça, on se retrouve dans ce cas de figure. Lorsqu'on lui pose la question, il ne peut que répondre. Vous voulez qu'il dise quoi? Ça fait une année. Vous êtes en train de me poser des questions là. J'ai choisi ce qui me plaise. Vous me posez la question. Non, ça je ne réponds pas. Est-ce que vous allez être content de moi? Je vous donne des réponses. C'est vous les journalistes qui posez des questions. Moi je réponds. C'est tout. Quand on lui pose la question, Fayulu dit que vous n'êtes pas président. Il est obligé de répondre, c'est moi le président. Et quand on pose par exemple à Fayulu, quand on dit à Fayulu, en fait je dis c'est juste vice-versa, chacun essaie un peu de tirer le drap de son côté, c'est de bonnes guerres, vous ne le voyez pas comme ça? Pour nous, ce n'est même pas une guerre puisque nous sommes là assis. Chaque jour qui passe, la population témoigne son affection vis-à-vis de son président. Nous n'avons rien à nous reprocher, ni dans notre conscience. Nous sommes convaincus que la population nous aime, elle nous a choisi, la population a choisi le président Félix, qui est là en train d'exécuter la volonté de cette population, c'est ce qui compte pour nous. Par rapport à cette réforme, donc on parlait de ça, et ça n'a pas une base juridique. C'est de l'utopie. Fayulu est en train de copier ce que l'IDPS a fait. Regardez-les bien. Sur le trace d'Étienne, voilà, quand même. Il essaie de d'où le fils, il se revendique d'être le fils idéologique. C'est tout simplement un écolier buissonnier. Lorsque nous étions à l'école de Tshisekedi en train d'apprendre, Fayulu fouillait de temps en temps, il venait quand ça lui plaisait, et il a mal assimilé les cours du maître. Le maître parlait avec raison. Le maître, quand il parlait, tout le monde se sentait concerné. Regardez Fayulu aujourd'hui quand il parle. On s'en moque. Même les petits-enfants aujourd'hui, puisqu'il y a toujours un méchant quelque part, on l'identifie tout de suite à Fayulu. Non pas dans les bons sens d'Etienne Tshisekedi, mais dans les mauvais sens. Nous connaissons ce qu'il est en train de faire. Nous l'avons fait. Nous savons où il va se limiter. Et ça montrait ses limites. Vous, quand vous l'avez fait, vous avez été buté. Nous sommes allés jusqu'au bout. Nous avons combattu. Vous n'avez pas obtenu gain de cause. Il n'y a pas eu l'impérium à la fin. Nous sommes au pouvoir. C'est ça les gains de cause. C'est à cause de notre lutte acharnée que Félix Tshisekedi a été élu.
Vous avez appris de vos erreurs quand même, pour atteindre... Mais on apprend toujours, hein. On commet toujours des erreurs, on apprend et on s'améliore. Ça, c'est naturel. Toujours du côté de l'opposition, vous l'avez dit au début de cette émission, le président a rappelé la nécessité d'avoir un interlocuteur, un contradicteur en face, et ça a été salué par presque toute l'opposition, c'est qu'il y a une bonne chose. Vous ne craignez pas qu'à la fin, puissiez vous retrouver avec en face, en ayant comme interlocuteur Fayulu ou Moïse Katumbi? Non, vous êtes plus Moïse Katumbi ou Fayulu? Non, les affaires de l'opposition ne m'intéressent pas. Ne m'intéressent pas plutôt. C'est à eux de s'organiser et présenter un porte-parole. Qui sera le mieux pour l'opposition pour qu'on fasse avancer les choses? Je n'aimerais pas qu'ils laissent parler leurs égaux, puisque nous apprenons déjà ça. Il y a Fayulu qui est candidat, il y a Katumbi qui est soutenu par une frange, il y a Daniel Safo aussi qui veut être les chefs. Moi, je leur prie, je leur demande de se mettre ensemble et de désigner, qu'on ne fasse pas comme ce que nous avons connu, non pas Genève, ce que nous avons connu tout au long de l'ancienne législature où on n'a pas su désigner un porte-parole de l'opposition. Est-ce que vous sentez dans le chef du FCC, parce que les deux chambres du Parlement sont conduites de main de maître par les présidents FCC quand même, vous sentez cette volonté de pouvoir tourner cette page, d'avoir un candidat comme en fait un représentant de l'opposition? Il n'est pas question pour moi de compter sur la bonne foi des acteurs. Pour moi, c'est question ici d'appliquer une disposition constitutionnelle. Deux législatures que ça souffre. Hein, oui, mais les choses ne se présentaient pas de la même manière. Aujourd'hui, on avait la même majorité. Nous avons... la différence, c'est que l'ancienne majorité était monolithique. Aujourd'hui, il y a Cash qui est là, qui a aussi son mot. Avec ou sans Cash, le FCC reste majoritaire. Hein. Oui, mais nous sommes des partenaires, nous savons nous parler et puis nous écouter. D'accord. On va très rapidement, avant de terminer cette émission, aborder quand même, vous êtes député provincial, je l'ai dit tout au long de cette émission. L'année s'achève, c'était la première, pas la première législature, votre première année en tant que député provincial. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, avant même de devenir député, j'ai toujours été en contact avec nos populations. Je ne suis qu'un représentant officiel à ce jour de cette population de Lemba et de Kinshasa en général. J'ai été d'abord retourné, je suis retourné vers cette population qui m'a élu pour lui dire merci. C'est le premier acte que j'ai posé. Le deuxième acte, c'était de la visiter cette population pendant mes vacances parlementaires. J'ai sillonné toute ma commune, je suis allé dans plusieurs coins de Moamba, parler, échanger, assister, accompagner ceux qui avaient besoin de moi. J'entretiens un dialogue permanent avec cette population, cette base qui m'a élu, et je pense que c'est ça mon travail. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai réalisé en termes sociaux, que j'ai été à tel endroit. Le président en a parlé, vous êtes allé au deuil, vous avez consolé. Bien sûr, même ce matin, vous avez vu en entrant dans ma parcelle, le nombre de gens que vous avez trouvés. Chacun est venu avec son problème. Mais est-ce que c'est ça votre travail? C'est ça aussi? Ce n'est pas mon travail officiel, mais en tant qu'humain, nous avons le devoir d'assister ceux qui sont faibles. Surtout que vous gagnez plus que... Non, on ne gagne pas. Je vous ai dit que j'ai toujours été comme ça, avant même d'être député. Mais quand le président parle, c'est-à-dire, il dit, une façon de dire, bah oui, écoutez, vous gagnez un peu plus que les autres, donc réversez un peu. J'ai dit, non, le président ne nous a pas exhorté à faire ça. Il a dit qu'il savait que nous sommes bités à ces problèmes-là, et c'est la vérité. Mais il doit savoir que ce n'est pas votre travail aussi. Il l'a dit, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il sait que ce n'est pas notre travail. Et qu'il voudrait que nous soyons bien rémunérés. Justement pour vous occuper, résoudre tant soit peu les problèmes de cette population. Vous dites que vous gagnez de l'argent, oui. Beaucoup plus, hein. Vous êtes les nantis de la République. Beaucoup plus, non. Nous sommes quand même payés du fait de notre élection. Et quand nous gagnons cet argent-là, il est normal que nous puissions
revenir à cette population, partager avec elle. Et ça, moi, je l'ai fait à cœur joie. Si je ne le fais pas, je me sens coupable. Il arrive que je vais au-delà même de ce que je gagne en tant que député, mon souci étant de voir cette population être soulagée tant soit peu, en attendant la mise en place des mécanismes qui va tous les prendre en charge. Et par mécanisme, on voit, il n'y a pas un projet dédié à l'Assemblée, parce que je rappelle que lors de la législature passée, on a eu droit à 3 édits à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Déjà, dès la première session ordinaire, celle qui est en cours, nous avons adopté déjà, je crois, 2 ou 3 édits. Un édit portant protection de la personne vivant avec handicap. Un autre édit. Moi-même, j'ai proposé un édit sur la gratuité, mais nous l'avons fait reculer en attendant la promulgation par le président de la République, l'ordonnance portant mesures d'application de la gratuité. Donc moi, j'ai déjà un édit pour la ville de Kinshasa. C'était inscrit à l'ordre du jour. Donc nous sommes une assemblée qui travaille, contrairement à celle que vous décriez. Parce que là, on sent quand même, il y avait cette ferveur avant, au début de votre mandature, mais ça baisse. Non, qu'est-ce que vous... ça baisse? On sent que les gens sont un peu, commencent à être déçus. Non, la foule. Non. Donnez-moi un exemple que vous avez baissé. Il y a toujours la problématique de la ville de Kinshasa qui est toujours sale. Mais on le décrit, on ne voit pas un contrôle accru de l'Assemblée provinciale. On voit plutôt des amitiés, voilà. Je dis ceci, la toute première législature, quoi session. Oui. C'est celle qui est en cours. Et au cours de cette session, nous avons eu à poser des questions orales aux responsables. Il y a des enquêtes qui sont menées à la DGRK, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que nous sommes en train de travailler. Chez nous, il n'y a pas de complaisance du tout. Il y a les membres de cabinet de l'ancien, pas de l'ancienne assemblée provinciale, des anciens ministères provinciaux de la ville qui n'ont toujours pas touché leurs indemnités. Au niveau du gouvernement? Oui, mais il y a quand même pas mal de problèmes au niveau de la ville. Écoutez, on entend très peu des députés provinciaux. Ça, ce que vous dites par rapport aux anciens membres de l'ancien gouvernement, ça, je ne suis pas au courant. C'est que je sais qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons vu un personnel de l'ancien cabinet venir réclamer de l'argent. Et même, pire encore, les députés eux-mêmes sont venus nous faire croire qu'ils n'avaient pas touché leurs frais d'installation. Vérification faite, nous sommes tombés sur des documents qui ont prouvé qu'ils avaient perçu cet argent depuis 2011 et qu'ils voulaient se faire payer pour la deuxième fois. Nous les avons bloqués. Donc, à ma connaissance, je ne connais pas d'arriéré au niveau de l'Assemblée provinciale. Bon, au niveau du gouvernement, je ne suis pas suffisamment informé, mais si nous avons l'information, et que, puisque ça fait partie de la population de Kinshasa qui nous a voté, si donc nous nous rendons compte qu'il y en a qui n'ont pas touché leurs droits, nous sommes en droit de les accompagner. Une question orale, Kinbopeto, sur tout ça, on a vu le gouverneur appeler le président. Vous savez le problème avec nous, on est trop pressé. Kinbopeto venait d'être mis en place il n'y a pas de mois. Kinbopeto, c'est une philosophie. Ça consiste à enseigner les gens, faire appel à leur sens patriotique pour ne pas polluer la ville. Laisser les temps au temps, ça demande beaucoup de moyens. Accordons encore quelques temps aux autorités gouvernementales de la ville et on va voir ce que ça donne. Si il s'avérait qu'il s'agissait d'une vaste escroquerie pour prendre l'argent de l'État, nous le dirons au moment opportun. Je vous remercie d'avoir été de notre sens. Juste un mot, on est vraiment, comme je le disais au début de cette émission, c'est l'une des dernières émissions, si ce n'est pas la dernière pour cette année. Vos voeux à la population qui vous a élu, à la population congolaise, et voilà, vos voeux pour l'année 2020 qui sont à... Merci beaucoup, Élisée. Je vous remercie parce que je fais partie des... comme vous le dites vous-même, parmi les derniers
à intervenir dans votre émission tout au cours de cette année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Merci. De Noël et de Nouvel An. Merci. De la même manière, je souhaite lever les meilleurs à la population quinoise en général et à celle de Moamba et de Lemba en particulier. Comme l'a dit le président dans son adresse à la nation, pour moi aussi, l'année 2020 sera l'année d'action. Je serai davantage plus proche de vous, vous accompagner, faire entendre votre voix, vous défendre partout où cela le demande. Je vous demande d'accompagner les efforts du chef de l'État qui ne veut que notre bonheur à nous tous, que chacun de nous soit le donneur d'alerte lorsque ça ne marche pas. Il faut crier haut, venez nous voir, vous nous avez élus pour vous défendre. Merci beaucoup, meilleurs vœux, joyeux Noël et bonne année 2020 à tous. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à vous également. Maître Peter Kazadi, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, cadre du CACH, député provincial de Kinshasa et élu de la commune de Lemba. Un peu comme lui, moi je commence déjà à vous souhaiter mes vœux. Bonne année à vous, joyeux Noël aux téléspectateurs. Bonne année à Jacob Beya qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il est en face de moi en train de me regarder. Ah ben oui, parce que vers les dernières émissions, je permets les Mabanga, le président l'a fait. Pourquoi ne pas le faire? Le Mabanga, c'est un peu dans notre culture, hein. Faut pas qu'on se... Maintenant, certains commencent à puiser également. Il n'y a pas que du mauvais chez le Congolais. Et entre autres, il y a ce phénomène. Le président l'a fait pour encourager. Oui, effectivement, on va faire pour encourager ceux qui nous ont encouragés tout au long de l'année qui s'achève. Hein. Appelez-moi, moi j'aurai une liste. Là, je vous dis, les dernières émissions, j'aurai toute une liste des gens qui nous ont encouragés, qui nous ont motivés à bien faire, à mieux faire. Et comme je vais aussi emprunter les mots du président, l'année 2020, ça sera une année d'action, plein d'innovations. On va changer beaucoup de choses, on va travailler de mieux en mieux pour faire rayonner cette République démocratique du Congo qui change, qui bouge. Merci d'avoir été de nôtres, nous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit au revoir et à très bientôt.